Il fait nuit quand je quitte mon bureau. L'immeuble est vide à l'exception de Charles, le vigile. Je le salue. « À demain, Charles !»« À demain !» La bise m'accueille alors que je traverse le parking. Je grelotte, remonte le col de ma veste. Au loin, les cloches de l'église sonnent 9h du soir. Je souris. J'ai terminé plus tôt aujourd'hui. J'ai été plus efficace que les jours précédents et tout aussi productive. Avec ça, j'espère bien que je l'aurai enfin, cette promotion. Personne ne travaille autant que moi dans l'entreprise, ce serait mérité. Je m'installe derrière le volant et mets le chauffage à fond. J'attends que l'habitacle se réchauffe un peu avant de retirer ma veste et de démarrer. Bientôt, ma voiture s'engage dans l'avenue. Des lampadaires éclairent les alentours, tant et si bien que je n'ai presque pas besoin de mes phares. Je dépasse des restaurants bondés, des jeunes qui marchent et rient sur les trottoirs. Un début de soirée classique, en somme. Le genre que je passais moi-même avant d'avoir ce boulot. Mais les dîners au restaurant, les sorties en semaine, c'est fini. Pour l'instant, du moins. Quand j'aurai eu ma promotion, je pourrai un peu lâcher du lest. Reporter les dossiers au lendemain et retrouver ma vie d'avant. Pour l'instant, je dois faire bonne figure devant le patron. Après quelques minutes, je quitte la ville et m'enfonce dans la campagne. Quelques réverbères s'attardent avant de disparaître pour céder la place à l'obscurité. Je passe en plein phare. Autour de moi, ce ne sont d'abord que de vastes champs, et ça et là, une maison isolée et aux volets clos. Puis des arbres se dressent sur le bas-côté. La route devient sinueuse. Je ralentis légèrement. Je connais cette route par cœur, mais je ne veux pas prendre de risques, d'autant que je commence à accuser la fatigue de la journée. J'allume la radio et enchaîne les stations, jusqu'à en trouver une qui diffuse de la musique. Un vieux rock résonne dans mes enceintes. J'aurais préféré quelque chose d'un peu plus moderne, mais ça devrait m'aider à rester éveillé. Ma voiture avale les kilomètres, j'atteins enfin le village où j'ai acheté ma maison. Je le traverse. Il semble complètement endormi. Aucun réverbère n'en éclaire les rues. Les seules lumières visibles sont celles filtrant sous les volets des maisons. Quelques mètres avant le panneau indiquant la fin du village, je tourne à gauche. Je m'engage sur une route étroite, montant en pente raide. Ma maison est construite au sommet de la colline. Après quelques virages, j'ai un bosquet d'arbres. J'ai hâte d'y être, de retirer ma veste, mes chaussures inconfortables et de manger un bon repas devant une des séries du moment. Mais avant, j'irai peut-être sur le site de l'entreprise et me connecterai à mon espace personnel. Le patron m'y laisse parfois des messages, et mieux vaut que je les ai traités avant ma prise de poste demain matin. La radio se met soudain à grésiller. Je peste, change de station, et le problème ne se règle pas. Je coupe le son. Je suis bientôt arrivé de toute façon. Quelques centaines de mètres et je pille. Les pneus crissent sur la chaussée. Je suis arrivé au sommet de la colline, et une énorme créature me barre le passage. Et elle doit mesurer dans les 2 mètres de haut, ressemble à un cerf, mais elle a des mains à la place des sabots. Son corps est squelettique. Sa tête n'est qu'un crâne où brillent 2 yeux incandescents. Des yeux qui me fixent. Mes doigts se crispent sur le volant. Un cri d'horreur se bloque dans ma gorge. Je n'ose pas bouger. Le monstre continue de me regarder. Les bois au-dessus de sa tête bougent comme des serpents. Il émet un grondement qui me glace jusqu'aux os et me sort de ma torpeur. Je hurle de peur et par réflexe appuie sur le klaxon. J'espère que le bruit va le faire fuir. Mais il ne bronche pas. Je retire ma main du klaxon, la plaque contre ma poitrine. Le monstre me dévisage encore quelques secondes puis se détourne. Il traverse lentement la route et disparaît entre 2 arbres. Je n'hésite pas un instant. J'écrase l'accélérateur. Mon cœur bat à toute vitesse, les pensées se télescopent dans ma tête. C'était quoi ce truc? Pourquoi c'était là? C'était bien réel? C'est pas possible, j'ai dû rêver. Ma maison apparaît dans le lointain. J'accélère un peu plus, donne un coup de volant. Les freins hurlent alors que je m'arrête devant le portail. Je récupère la télécommande dans la boîte à gants. Mes mains tremblent tellement que j'ai du mal à appuyer sur le bouton d'ouverture. Les vantaux basculent vers l'intérieur, lentement. Trop lentement. Je jette un coup d'œil nerveux dans mes rétroviseurs. Le monstre est-il encore là? Est-il caché dans le bosquet? Va-t-il profiter que je suis immobilisé pour m'attaquer? Enfin, je peux passer. Je franchis le portail, appuie sur la télécommande pour le refermer et fonce en direction de la maison. Je gare ma voiture n'importe comment, m'en éjecte et cours vers ma porte d'entrée. Le seuil franchi, je ferme à double tour et recule jusqu'à ce que mon dos touche le montant de l'escalier. Mon sang bat entre mes tempes. J'ai les yeux rivés sur la poignée de la porte. D'un instant à l'autre, je m'attends à ce qu'elle tourne, à ce que le monstre cherche à entrer chez moi pour m'attaquer. Mais les minutes s'écoulent et il ne se passe rien. Je finis par me calmer, passe une main sur mon visage. Je rationalise. Ce n'était sans doute rien. Un simple cerf, mais avec la fatigue, je me suis imaginé des choses. Je retire mes chaussures et ma veste et me rends à la cuisine. Tout en me préparant un plat au micro-ondes, je me traite d'imbécile. Les monstres n'existent pas dans la vraie vie. Enfin, pas ceux-là en tout cas. D'où je suis allée chercher un truc pareil? Dans un film, ou un épisode de série que j'ai regardé avant de m'endormir, j'imagine. En tout cas, vu l'état de nerfs dans lequel je suis à cause de ça, je pense que je vais me contenter de me reposer. Tant pis pour les éventuels messages en attente sur le site de l'entreprise. Je les traiterai demain matin à la première heure.
Mon repas prêt, je me rends au salon et m'affale sur le canapé. Je récupère mon ordinateur portable, me connecte à ma plateforme de streaming favorite. Mais alors que je m'apprête à lancer un nouvel épisode de ma série, je reçois une notification sur mon téléphone. Un mail de mon patron sur ma boîte perso. Moi qui espérais y couper en ne me connectant pas, peu importe. J'ouvre un nouvel onglet et me rends sur ma boîte mail. La teneur du message me crispe. Apparemment, j'ai commis une erreur sur un des dossiers. Mon patron veut que je la rectifie avant demain matin. J'ai envie de refuser. Je fais des heures sup tous les soirs depuis des mois sans être payé. J'ai bien le droit à une soirée de repos, non? Mais je ne peux pas faire ça. C'est un coup à ce que la promotion me passe sous le nez. Alors je me connecte à mon espace, cherche le dossier qui pose problème. Je ne tarde pas à trouver mon erreur. Une interversion entre 2 noms de famille. C'est corrigé en moins de 10 secondes. Je renvoie un mail à mon patron pour lui annoncer que le souci est réglé et lance ma série. L'épisode n'a pas commencé depuis 5 minutes que je reçois un nouveau mail. Encore le patron. Il semble furieux. Il me reproche de ne pas avoir profité d'être sur mon espace pour traiter les messages qu'il m'y a laissés. Je soupire. À contre-cœur, je mets ma série en pause. Un grondement résonne à l'intérieur de la maison. On dirait le même que celui de la créature. Je tends l'oreille, patiente quelques secondes. Mais rien. Il n'y a aucun bruit, sinon le ronronnement de mon ordinateur. J'ai dû halluciner. Alors que je commence à parcourir mon espace, un mouvement attire mon attention de l'autre côté de la fenêtre. Je lève les yeux et me statufie. Le monstre est là, qui me regarde de ses yeux rouges. Cette fois, aucun doute n'est possible, ce n'est pas un simple cerf. Et je ne suis pas en train d'halluciner. Il penche la tête sur le côté et dans un mouvement lent, se détourne. Son corps longe la vitre. Il se dirige vers la gauche de la maison, vers la cuisine et l'arrière-cuisine, dont la porte donne sur le jardin. Je bondis du canapé, dérape sur le carrelage alors que je traverse le couloir. J'entre dans la cuisine, percute le frigo, me précipite vers l'arrière-cuisine, attrape la poignée de la porte. Elle est verrouillée, mais ça ne suffit pas à me rassurer. Je dois la bloquer avec quelque chose, n'importe quoi. J'avise les différents meubles. L'étagère où je range les conserves et ma boîte à outils. Non, trop légère. Le lave-linge? Oui, ça devrait faire l'affaire. Alors que je commence à le déplacer, les pas lourds de la créature résonnent à mes oreilles. Je panique, marque-boute sur le lave-linge. Centimètre après centimètre, je parviens à le coller contre la porte. Un grondement s'élève de l'autre côté. Quelque chose racle contre le bois, je n'ose pas bouger. Mes mains sont toujours appuyées contre le lave-linge. Chaque muscle de mon corps est tendu. Le temps s'écoule à une lenteur terrifiante. Je m'attends à ce que le monstre tente d'enfoncer la porte, me prépare à pousser sur le lave-linge pour lui bloquer le passage. Mais les pas de la créature s'éloignent. Il continue de se diriger vers la gauche. La bête cherche-t-elle à atteindre la porte d'entrée ou risque-t-elle de jeter son dévolu sur une des fenêtres? Je me précipite hors de l'arrière-cuisine et me rue sur une première fenêtre. J'appuie sur le bouton du store électrique qui commence à descendre. Je ne perds pas de temps. Je cours vers une seconde fenêtre, actionne le volet déroulant et me rends dans le couloir. Mes pieds glissent sur le carrelage alors que je pousse le meuble à chaussures contre la porte d'entrée. Quand elle est bloquée, je retourne dans le salon. J'abaisse les volets restants. Puis, je m'immobilise au beau milieu de la pièce. Je suis aux aguets, mais tout ce que j'entends, ce sont les battements affolés de mon cœur. Où est le monstre? Que fait-il? Plus aucun bruit de pas. Aucun grondement ne trahit sa présence. Mais je suis sûre qu'il est encore là, dans le jardin. Cherche-t-il un autre moyen d'entrer? Sans doute. Pourrait-il forcer les volets? Ou est-il capable de grimper pour atteindre les fenêtres du premier étage? Je préfère ne pas prendre de risques. Je monte l'escalier 4 à 4, ferme le volet de la mezzanine, puis me rue vers ma chambre. Avant d'appuyer sur le bouton du store déroulant, je jette un coup d'œil dans le jardin. Aucune trace du monstre. Est-il parti? Ou se trouve-t-il sur un autre côté de la maison? Je ne m'attarde pas pour le savoir. J'appuie sur le bouton puis me rends dans la salle d'eau. L'unique pièce dans laquelle il n'y a pas de store électrique, mais un vieux volet en bois. Je vais devoir ouvrir la fenêtre pour le fermer. La perspective me terrifie. Je suis encore plus effrayée à l'idée que le monstre entre par là. Quand j'ouvre le battant de la fenêtre, un vent glacial me frappe le visage. Je frissonne, me penche pour saisir le volet. La tête du monstre apparaît devant moi. Ses ramures pendent vers le sol, il est suspendu au toit. Je hurle de terreur, bondis en arrière. Le monstre avance une de ses pattes, la glisse le long du mur. J'ai le réflexe de me précipiter pour fermer la fenêtre. Je la bats 1 fois, 2 fois sur la patte du monstre. Il glapit, se retire. Je parviens à fermer la vitre. La bête siffle de rage. Je recule. Mon cœur s'affole, j'ai le souffle court. Je sors de la salle de bain, enferme la porte. Je dois trouver un moyen de la bloquer, et vite. Mais elle s'ouvre vers l'intérieur, comment je vais faire? Je repense à l'arrière-cuisine, à la caisse à outils que j'y range. Il y a des tendeurs à l'intérieur. Je pourrais en fixer un à la porte de la salle de bain et un autre à la porte de la chambre et coincer le monstre de cette façon. Mais est-ce que j'aurai le temps de descendre et de remonter avant qu'il ne brise la vitre? Je n'ai pas vraiment le choix de toute façon. Je retourne dans l'arrière-cuisine, récupère non pas un mais 2 tendeurs dans la boîte à outils. Alors que je reviens vers l'escalier, j'entends une fenêtre se briser à l'étage. Un grondement sourd fait trembler les murs de la maison. J'accélère le pas, me jette sur la porte de la salle de bain.
Mes mains tremblent alors que j'accroche l'étendeur à la poignée. Je parviens malgré tout à les fixer, les étire jusqu'à ce qu'ils atteignent la porte de la chambre. J'ai à peine le temps de les accrocher à l'autre poignée que la porte de la salle de bain se met à trembler. Le monstre s'acharne dessus mais elle tient bon. La bête pousse un cri de frustration, puis je l'entends qui s'éloigne. Ses pas résonnent sur le toit, je lève les yeux, espère qu'il ne va pas briser les tuiles pour forcer le passage. Un bruit mat retentit, comme si quelqu'un ou quelque chose avait sauté dans l'herbe. La bête a dû descendre. Je reste immobile. Mon dos est plaqué contre le mur du couloir. Les minutes s'écoulent sans que rien ne se passe. Le monstre semble avoir laissé tomber. Je me détends un peu et ose mettre un pied dans la salle de bain. Je m'attends à la retrouver en désordre, le sol jonché de verres brisés. Mais elle est rangée et la fenêtre est intacte. Je secoue la tête. Je suis pourtant sûre d'avoir entendu la bête la fracasser. Troublée, j'examine l'autre côté de la porte. Le monstre s'est acharné dessus, il doit bien en rester des traces. Mais à nouveau, je ne trouve rien. Aurais-je pu rêver ce qu'il vient de se passer ? Ce serait la seule explication, mais non, ça n'a pas de sens. Je suis bien éveillée, et pourquoi irais-je imaginer des trucs pareils ? Je secoue la tête. Puis je ferme le volet de la salle de bain et redescends dans le salon. Je m'assis sur le canapé et tente de comprendre ce qu'il vient de m'arriver. Je refuse de croire que j'ai halluciné. Je suis fatiguée, certes, mais pas à ce point. Comme je ne parviens pas à trouver d'explication par moi-même, je décide de faire une recherche sur Internet. En récupérant mon ordinateur, je me rends compte que j'ai reçu de nouveaux mails, tous de mon patron, et rien qu'à leur intitulé, je les devine incendiaires. Mais je ne les ouvre pas. Je veux comprendre ce qu'était cette bête. Je tape quelques mots-clés et tombe bientôt sur une représentation du Wendigo avec une tête de cerf, deux mains à la place des pattes avant. Mais ça colle pas. Déjà parce que le Wendigo originel, comme je l'ai appris dans un documentaire, ne ressemble pas à ça. Ensuite parce que je vis en France et non aux États-Unis. Enfin parce que la bête que j'ai vue se déplaçait sur 4 pattes, non sur 2. Je pousse mes recherches, précise que le monstre doit être français. Je tombe d'abord sur un article parlant de la bête du Gévaudan. Rien à voir. Puis sur le Péritio, à nouveau rien à voir. Je pense avoir trouvé mon bonheur quand je tombe sur un article traitant de la bête glatissante. Mais celle-ci n'a du cerf que les sabots. Je m'apprête à lancer une nouvelle recherche quand mon téléphone sonne. Je sursaute, puis jette un œil à l'écran. C'est mon patron. Après un instant d'hésitation, je décroche. Oui, Bon, vous répondez à mes mails, oui ou non ? Son agressivité me cloue sur place. Ma bouche devient sèche. Je balbutie des excuses maladroites. Désolé, j'ai eu un problème chez moi, Je m'en fous que vous ayez un problème chez vous. Quand je vous envoie des mails, vous répondez, point. Ça s'appelle du professionnalisme. Vous la voulez, cette promotion, ou pas ? Alors que je m'apprête à répondre, le grondement du monstre résonne. Dans mon téléphone, je pousse un hurlement de peur, jette mon portable sur le canapé. Sur l'écran, les 2 yeux rouges de la bête me fixent. Je panique. Oh merde, oh merde, oh merde, oh merde, oh merde, oh merde. La voix de mon patron s'élève du téléphone, mais je ne comprends rien à ce qu'il raconte. Qu'est-ce que je dois faire ? Le monstre est dans mon portable. Comment il est arrivé là ? C'est quoi ce truc à la fin ? Est-ce qu'il pourrait s'en échapper, comme cette fille dans ce film d'horreur ? Et mon patron qui s'égosille à l'autre bout du fil. Je prends mon courage à 2 mains et crie d'une voix étranglée. Je vous rappelle ! J'entends mon patron m'interdire de raccrocher, mais je ne l'écoute pas. Je coupe la communication, verrouille l'écran de mon téléphone et monte à l'étage. Je me précipite dans la salle de bain en tenant mon portable du bout des doigts. Tremblant de tous mes membres, j'ouvre la fenêtre puis le volet et lance mon portable dans le jardin. Au moins, si la bête s'échappe par là, elle ne sera pas dans la maison. Je referme tout et retourne dans le salon. Je ne comprends absolument pas ce qui se passe. C'est quoi cette chose ? Et pourquoi s'en prend-elle à moi ? Au bord de la crise de nerfs, je continue mes recherches. Mais je ne trouve rien sur Internet. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je dois appeler la police ? Mais pour leur dire quoi ? Qu'un monstre qui ressemble à un cerf a tenté d'entrer chez moi par la fenêtre de la salle de bain avant d'apparaître sur l'écran de mon téléphone ? Ils vont se foutre de moi ? Ou croire que je me fous d'eux ? Je me prends la tête entre les mains. Il faut que je me calme. Paniquer ne mène à rien et surtout pas à trouver des solutions. Je me force à respirer calmement. Il y a forcément une explication logique à tout ça. Je vais bien finir par mettre le doigt dessus. Peu à peu, je reprends le contrôle. La panique reflue, même si elle ne disparaît pas totalement. Une hypothèse me vient à l'esprit. Elle me semble un peu tordue, mais c'est la seule explication, un tant soit peu logique que je vois. Et si c'était une blague ? Une simple blague faite par des ados du village ? Le monstre n'est peut-être qu'un déguisement très élaboré, et ils auraient ensuite trouvé le moyen de pirater mon téléphone. C'est capillotracté, mais... Une notification sur mon ordinateur me tire de mes réflexions. Je fronce les sourcils. L'onglet, ouvert sur le site de l'entreprise, et mon espace professionnel, vibre. Je clique dessus. Un encart en bas à droite de mon écran m'annonce que mon patron cherche à m'appeler en visio.
J'ai aucune envie de lui répondre. Il va me passer un savon et je suis pas en état. Et je fais quoi si le monstre apparaît sur mon ordinateur? Je le jette par la fenêtre lui aussi? L'encart disparaît enfin. Mon patron a raccroché. Je soupire de soulagement, mais mes yeux se posent alors sur les différents messages qu'il m'a laissés. Une trentaine, et la plupart datent de moins de 20 minutes. Je ne vois pas ce qui pourrait être pressant au point de me harceler passé 9 heures du soir. D'ailleurs, à bien y réfléchir, même l'erreur que j'ai rectifiée après son premier mail aurait pu attendre que je reprenne mon poste demain matin. À nouveau, l'encart apparaît en bas de mon écran. Je serre la mâchoire. Je n'ai toujours aucune envie de lui répondre. Mais mon patron va continuer à me harceler si je ne le fais pas. Alors si ça peut me permettre d'en être débarrassé... Je clique sur l'encart. Le visage furibond de mon patron envahit l'écran. Comment osez-vous me raccrocher au nez? Des postillons volent hors de sa bouche. Je grimace. Vous croyez que c'est avec ce genre d'attitude que vous allez avoir votre promotion? Non mais vous rêvez? J'attends du professionnalisme de la part de mes employés. Et ce que vous venez de faire, c'est tout sauf professionnel. Il continue de crier mais je ne l'entends plus. Mon attention est attirée vers quelque chose qui se dresse derrière lui. Le monstre, il se tient dans un coin de son bureau. Ses yeux rouges sont rivés sur l'écran et sa gueule s'ouvre au même rythme que la bouche de mon patron. Je dois le prévenir que cette chose est chez lui. Elle pourrait lui faire du mal, à lui ou à sa famille. Monsieur, il y a quelque chose derrière vous. Il s'arrête dans ses reproches et se retourne à moitié. Je m'attends à ce qu'il panique, mais c'est le regard toujours aussi furieux qu'il reporte son attention sur moi. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Y a rien derrière moi. Si c'est une tentative pour me faire oublier votre manque de professionnalisme, c'est raté. J'y comprends rien. Pourtant la bête est bien là. Et énorme comme elle est, il devrait la voir lui aussi. Monsieur, je vous jure qu'il y a quelque chose derrière vous. Il lève la main pour me couper et secoue la tête d'un air dédaigneux. Arrêtez avec votre mensonge. Vous aggravez votre cas. Mon mensonge? Mais la bête est là, elle est... Soudain le doute s'empare de moi. Et elle est là, n'est-ce pas? Je veux dire, je la vois. Et pourtant elle n'a laissé aucune trace dans la salle de bain, alors que je l'ai entendue y entrer, et mon patron ne semble pas la voir. Est-ce que cela voudrait dire qu'elle n'est pas réelle? Que je suis en train d'halluciner ou quelque chose du genre? Mais pourquoi? Mon patron, quant à lui, continue ses reproches. J'attends de mes employés la plus grande rigueur. C'est encore plus valable pour vous qui prétendez à une promotion. Mon regard alterne entre le monstre et l'homme qui me fait une leçon de morale de l'autre côté de l'écran. Leurs bouches sont parfaitement synchronisées. Si bien qu'au bout d'un moment, je ne sais plus lequel des deux est en train de me passer un savon. Vous m'écoutez? S'agace mon patron. À moins que ce ne soit la bête. Je repousse cette idée absurde et me force à sourire. Oui, désolé, la soirée a été compliquée. Mon patron lève les yeux au ciel. Ah, ça, c'est pas mon problème. Combien de fois l'ai-je dit et répété? Les soucis que vous avez dans votre vie privée n'ont pas à interférer avec votre travail. Ce n'est pas éthique. Pas éthique? Est-ce à cause de la tension accumulée ces dernières heures? Ou à cause du monstre qui se tient toujours dans un coin de la pièce? Mais ces paroles me frappent. Plus que cela même, elles m'agacent. Pour la première fois depuis que j'ai intégré cette entreprise, je me permets de reprendre le patron. Si je puis me permettre, monsieur, c'est impossible d'être pleinement concentré sur son travail quand on a des problèmes dans la vie privée. Et c'est normal. Le privé a forcément un impact sur le professionnel, et inversement. Quelque chose s'allume soudain en moi. Le professionnel impacte grandement ma vie privée, et c'est impossible de le nier. De l'autre côté de l'écran, mon patron explose. Eh bien, vous avez intérêt à vous ressaisir. Personne n'est indispensable, vous m'entendez? Si vous vous obstinez dans votre manque de professionnalisme, non seulement vous pourrez dire au revoir avec votre promotion, mais en plus je vous colle un blâme. Et vous savez ce qui se passe au bout de 3 blâmes? Un licenciement. Ce mot me fait l'effet d'une gifle. Un licenciement? Parce que j'ai raccroché mon téléphone? Parce que j'ai essayé de le prévenir contre une menace? Il plaisante! Je fais des heures sup depuis des mois, monsieur. Je quitte toujours les bureaux en dernier. Certains soirs, il est 22 heures passées quand je pars. Oui, eh bien, c'est pas ma faute si vous ne savez pas vous organiser. Dans le dos de mon patron, le monstre se rapproche. Mais il semble plus petit. Ses yeux ont perdu de leur éclat. Moi, je continue de dérouler tout ce que je fais pour l'entreprise. Et plus je parle, plus la bête rétrécit. Ces heures sup, elles sont même pas payées, même pas rattrapées. Je les fais uniquement pour vous arranger et parce que vous m'avez affirmé que ça me permettrait d'avoir une promotion. Mon patron pâlit. Vous n'avez pas le droit de me parler sur ce ton. Je ne le laisse pas finir. Vous osez m'envoyer des mails sur ma boîte personnelle. Vous exigez que je corrige des dossiers à 9 heures passées alors que je suis rentrée chez moi. Vous m'envoyez près de 30 messages en 20 minutes. Et en plus, vous avez le toupet de me faire la morale parce que je ne réponds pas comme vous le voulez au téléphone. Le monstre se tient derrière lui à présent.
mais il a perdu de sa consistance. Je vois le mur à travers lui. Ses yeux ne sont plus d'un rouge incandescent, mais d'un jaune pâle. Vous voulez me licencier? Allez-y, je vous en prie. Je me ferai un plaisir de vous conduire devant les prud'hommes. J'ai tous vos mails, tous vos messages, toutes les preuves dont j'ai besoin. Mon patron lève les mains devant lui. Écoutez, inutile d'en arriver jusque-là. Je me suis un peu laissé emporter, je l'admets. Emporté? C'est une plaisanterie, j'espère. Ce n'est ni plus ni moins que du harcèlement. Le voilà qui recule, comme si je venais de le frapper au visage. Son corps traverse celui du monstre, qui disparaît complètement. Je continue sur ma lancée. Alors écoutez-moi bien, à partir de maintenant, je ne ferai plus la moindre heure supplémentaire. Je partirai à l'heure indiquée sur mon contrat de travail et je veux être payé pour toutes les heures que j'ai fait ces derniers mois. Mon patron se rebiffe. Non mais, n'exagérez pas non plus. Prud'homme! Ce simple mot le réduit au silence. Et ne m'appelez plus, ne m'envoyez plus de mails en dehors de mes heures de travail, c'est clair? Oh, et une dernière chose. Il se ratatine sur lui-même, ose à peine me regarder. Je veux ma promotion. Dès demain, c'est compris? Je ne lui laisse pas le temps de me répondre et ferme mon ordinateur portable. Le silence qui suit cette conversation vibre dans mes oreilles. Ma colère est retombée. Je fixe le mur de mon salon, aussi entre le soulagement, l'incrédulité et la peur. Puis soudain, j'éclate d'un rire nerveux. Le lendemain, au moment de partir au travail, je fais le tour de ma maison et récupère mon portable qui a atterri dans un fourré. Heureusement, il n'a rien. Un peu humide de rosée, mais il fonctionne malgré tout. Quand j'arrive au bureau, mon patron me convoque. Je m'attends à des remontrances après mon coup de nerf de la veille, mais il se montre poli, presque servile. Il m'assure que je serai payé de l'intégralité de mes heures supplémentaires et qu'il va faire le nécessaire pour que j'obtienne ma promotion. Cette victoire m'emplit d'une joie que je peine à contenir. Je le remercie avant de me rendre à mon poste. Alors que j'allume mon ordinateur, je remarque qu'une de mes collègues fixe la baie vitrée d'un air terrifié. Je me tourne. Le monstre est là, qui la regarde de ses yeux incandescents.